On peut avoir une acception assez large du terme d'expérimentation qui renverrait plutôt à ce que j'appellerais l'expérimentation sociale et rentre dans ce cadre en fait des initiatives plutôt d'acteurs locaux qui ont des idées de changement de la législation ou de nouveaux dispositifs à déployer et qui font ainsi une innovation sociale. Je pense par exemple, un des exemples les plus célèbres, c'est Territoire zéro chômeur de longue durée, ou du moins dans le domaine de la politique de l'emploi, qui a été comme ça expérimenté sur plusieurs territoires et qui était vraiment l'initiative d'un acteur privé, associatif, ATD Carmonde, et qui s'est déployé donc dans un certain nombre de territoires. Donc ça, c'est plutôt ce que j'appellerais l'expérimentation sociale, l'innovation sociale, dont parlera plutôt Sébastien Malangeau. Et puis il y a l'expérimentation vraiment en un sens un peu plus restreint, je dirais, qui est l'expérimentation qu'on pourrait qualifier de scientifique, dans le cadre de protocoles d'évaluation d'impact, ce qu'on appelle l'évaluation d'impact. Et là, il s'agit vraiment de voir si un dispositif marche ou ne marche pas, quels sont ses effets, et donc de l'établir scientifiquement. Et donc l'étalon or un peu de ce type d'expérimentation, c'est l'expérimentation aléatoire, où l'on détermine un groupe de traitement, ce qu'on appelle un groupe de traitement, et un groupe témoin. Donc le groupe de traitement, c'est celui qui rentrera véritablement dans l'expérimentation et qui notamment bénéficiera de la mesure que l'on veut tester. Et le groupe témoin, c'est un groupe qui est identique par ses caractéristiques, mais qui, lui, ne bénéficiera pas de la mesure. Voilà. Et donc ça, ce type d'expérimentation se fait dans le domaine économique et social, sur le modèle un peu de ce qui se fait en médecine, en fait, depuis très longtemps, pour tester l'efficacité des médicaments, notamment. Pour France Expérimentation, on se situe dans la première hypothèse, celle des expérimentations sociales, parce que ça tient à l'objet même de France Expérimentation. C'est un programme interministériel qui vise à permettre à tout acteur portant un projet innovant, quel que soit le domaine de l'innovation, d'ailleurs innovation technologique, organisationnelle, sociale, et qui estime que ce projet n'est pas faisable en l'état du droit, de solliciter les pouvoirs publics pour demander à ce que le droit soit adapté afin de permettre le développement de ce projet. Donc, et parmi les voies parmi les solutions mobilisables, il y a l'expérimentation. Donc c'est bien une demande du terrain qui est rendue possible par une adaptation du droit à l'initiative des pouvoirs publics. C'est un dispositif qui a été lancé dans une première version en 2016, qui a lui-même été un peu testé en 2016, ouvert puis fermé avec un appel à manifestation d'intérêt, seulement pour des blocages de niveau réglementaire. Et puis ensuite, même si c'est plus complexe, en 2018, le dispositif a été modifié, enfin relancé, avec un positionnement sous l'autorité du Premier ministre, puisque France Expérimentation est placée sous l'autorité du délégué interministériel à la transformation publique, avec une équipe DGE, DITP qui l'anime. Mais en tant que délégué interministériel, c'est le représentant du Premier ministre, et les décisions sont prises par le cabinet du Premier ministre. Donc les acteurs de terrain sollicitent une adaptation du droit qui peut toucher à des normes réglementaires ou même à des normes législatives. Et les ministères instruisent les demandes et, in fine, formulent des recommandations. Et au sommet de la pyramide, le cabinet du Premier ministre arbitre sur les solutions à donner à chacune de ces demandes. Donc c'est un dispositif très institutionnel de l'État, mais avec cette originalité d'être un dispositif, pour utiliser un anglicisme, bottom-up. C'est vraiment les acteurs de terrain qui remontent leurs besoins auprès des pouvoirs publics. Ce n'est pas les pouvoirs publics qui préjugent les attentes ou les besoins d'adaptation des innovateurs en France. Concernant l'évaluation, ou l'expérimentation que j'ai qualifiée de scientifique, entre guillemets, elle s'inscrit vraiment, donc, comme je le disais, dans une démarche évaluative, et c'est vraiment fait pour tester des nouveaux dispositifs. Donc là, souvent, c'est quand même, dans la plupart des cas, c'est quand même l'État qui prend l'initiative. La première, pour être très concret, la première expérimentation de ce type qui a eu lieu en France, avec vraiment une expérience aléatoire avec un groupe de traitement et un groupe témoin, c'était dans les années 2006-2007,
lorsqu'il a fallu comparer la performance relative des opérateurs privés de placement et de la NPE pour les programmes d'accompagnement renforcé. Bon. À l'époque, il y avait un peu de tension entre la NPE et l'UNEDIC, avec l'accusation au moins implicite par l'UNEDIC d'une certaine inefficacité ou pas assez grande efficacité de la NPE. Et du coup, le juge de paix, pour ainsi dire, ça a été de faire une expérimentation, une espèce de duel à la loyale, où finalement on a fait appliquer le même type de dispositif à des opérateurs privés de placement et à la NPE. Les deux comparaient à un troisième groupe, qui était véritablement le groupe témoin, de personnes qui subissaient simplement, enfin, qui bénéficiaient simplement de l'accompagnement normal, je dirais, standard de la NPE. Voilà. Et donc c'est vraiment pour avoir des éléments de ce qu'on dit en anglais de la hard evidence, c'est-à-dire des preuves assez lourdes, dans un processus de décision publique où on veut savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas en fait. Alors côté France Expérimentation, donc forcément le cadre est plus restreint, il est lié au mandat qui est celui du dispositif, qui est vraiment de favoriser l'innovation en France, l'émergence, y compris une dimension de stimulation de l'économie, de faire émerger des acteurs français innovants qui auraient vocation à devenir des leaders mondiaux. Donc l'idée, c'est vraiment de lever les obstacles juridiques, et l'expérimentation est un des outils, mais je pourrais y revenir, mobilisable dans le cadre de ce dispositif. Après, vraiment, l'intérêt de l'expérimentation, c'est quand on est dans ce domaine de l'innovation, finalement, la contrainte à laquelle les pouvoirs publics sont confrontés, c'est de trouver le juste équilibre entre la liberté, la souplesse nécessaire à l'innovation, et en même temps, la mise en place d'un cadre juridique sécurisant permettant de maîtriser les risques. Et comme c'est toujours un exercice évidemment délicat quand on est un peu dans une terra incognita, l'expérimentation juridique, elle est finalement là pour tester plus l'adaptation et la proportionnalité du cadre juridique que l'objet même de l'expérimentation. On veut s'assurer que le cadre juridique mis en place par les pouvoirs publics sera le plus proportionné possible, on va dire le moins contraignant, mais en même temps suffisamment sécurisant. Et donc c'est vraiment l'objet de cette expérimentation, c'est de tester le futur cadre définitif sur la base des enseignements retirés de la phase expérimentale. L'idée, c'est vraiment d'inverser la logique traditionnelle, on va dire descendante, où les pouvoirs publics anticipent des évolutions et les cadrent sur ce qui leur paraît les critères les plus objectifs. Généralement, c'est intermédié par, excusez-moi de la répétition, mais par des corps intermédiaires qui vont faire remonter ce qu'ils estiment être les besoins des acteurs et de la société. Là, on part dans une logique un peu différente, qui est peut-être plus contemporaine, où c'est vraiment les acteurs de terrain qui veulent très concrètement développer leur projet, qui remontent à l'État, qui cartographient les obstacles au développement de ces projets. Et finalement, l'État se met dans une posture de récepteur et va analyser ces remontées et essayer de trouver des solutions pour adapter le droit aux attentes des innovateurs. Je crois, il faut le resituer, parce que l'histoire est récente en France. Je disais, ça date de 2006-2007, cette expérience, donc c'est relativement récent. C'est beaucoup plus ancien dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, c'est-à-dire cette culture de l'évaluation un peu systématique de la politique publique, avec des protocoles très formalisés, en fait, et avec, une base scientifique, encore une fois. Elle est très ancienne. Il y a eu des expérimentations dans les années 60, il y a eu des expérimentations importantes aussi au début des années 70 dans le domaine des politiques de l'emploi et des politiques sociales aux États-Unis. Alors pourquoi aux États-Unis ? Parce que c'est un pays où les clivages politiques, on le voit encore aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas, sont très forts dans certains domaines, notamment dans le domaine de tout ce qui est travail et politique sociale, évidemment. Voilà. Et donc, le recours à l'expertise scientifique, entre guillemets, permet de parfois trancher un peu ces débats qui ont des contenus aussi idéologiques très très forts. Et il y avait ce paradoxe qui avait été établi par
sociologue américain qui s'appelait Wilensky, il disait mais c'est paradoxal parce que aux États-Unis à la fois on est les moins généreux en termes de politique de l'emploi et de politique sociale, mais c'est là où on évalue le plus. Et il disait, et à l'opposé, à l'époque, des pays comme la Suède, on dépensait beaucoup pour des politiques sociales et des politiques de l'emploi, mais on évaluait assez peu. Et pourquoi ? Parce que en fait c'était des politiques qui étaient relativement consensuelles, dans un spectre politique assez large, alors qu'aux États-Unis, la moindre mesure de politique sociale ou de politique de l'emploi, ou du marché du travail, je pense au salaire minimum évidemment, est beaucoup plus conflictuelle. Bon. Et en France, on a importé ces méthodes alors parce qu'elles se sont beaucoup développées aux États-Unis, c'est devenu un peu aussi à la mode, dans le champ académique, et notamment on a une Française qui est prix Nobel, qui s'appelle Esther Duflo, qui a porté ces méthodes au plus haut niveau, je dirais, scientifique, avec d'autres, et dans le cadre aussi de la modernisation, je dirais, de l'action publique et de volonté aussi de légitimation, peut-être plus forte, de l'action publique, on s'est dit, voilà, il faut importer ces techniques et cette culture, à la fois cette culture de l'évaluation et ces techniques qui font l'objet d'un assez fort consensus, au moins au sein de la communauté des économistes. Je pense qu'il y a des attentes différentes selon les acteurs, mais c'est important de repartir de tous les acteurs qui peuvent intervenir dans tout ce processus dont on parle. J'ai oublié de rappeler pour la garantie jeune, comme pour beaucoup de mesures actuellement, toujours dans le domaine des politiques de l'emploi qui sont mises en œuvre et expérimentées, on met en place un conseil scientifique. Et dans ce conseil scientifique, il y a différents acteurs, c'est-à-dire et c'est le conseil scientifique qui compte, c'est plutôt lui ensuite qui émet un conseil aux décideurs publics, le conseil officiel qui sort de l'expérience mise en œuvre. Ce conseil scientifique, par exemple pour la garantie jeune, mais c'est le cas maintenant de façon classique, il comprend évidemment des scientifiques, entre guillemets, des économistes, des sociologues, mais il comprend aussi des membres de l'administration, notamment de toutes les administrations qui peuvent être concernées. Pour la garantie jeune, il y avait non seulement les administrations du travail et de l'emploi, mais aussi la direction de la cohésion sociale, enfin, il y a des différentes administrations ou de la jeunesse, etc., qui pouvaient intervenir. Et puis, il y a aussi des bénéficiaires. Il y avait des représentants des associations de jeunes qui étaient concernés. Et puis, il y avait aussi des représentations des missions locales, par exemple, qui mettent en œuvre... Voilà. Et du coup, dans l'usage de l'expérimentation, je pense que ce qui est très important, c'est de dire effectivement comment on l'utilise, comment on la conçoit. Et je crois, alors je le dis d'autant plus que je viens plutôt du monde académique et que je représente plutôt le monde académique, il ne faut pas tomber dans une vision trop scientiste de l'expérimentation, même quand on parle de l'expérimentation scientifique, évaluation d'impact. Et parfois, certains collègues ont un peu cette vision, c'est-à-dire la science a dit que, et donc ensuite, ça s'impose à tous les acteurs. C'est une espèce d'objectivité, des faits objectifs, de la hard evidence, qui doit s'imposer sans débat à tous les acteurs et qui doit dicter la prise de décision publique. Alors, pourquoi c'est pas si simple que ça C'est pas si simple que ça, parce que l'expérimentation elle-même, elle peut être plus ou moins fondée, fragile, etc. Et que c'est un éclairage à un moment donné, avec les limites dont je parlais, notamment pour la validité externe, et que, avant d'être trop assertif, il faut avoir beaucoup d'éléments. Voilà. Et un élément parmi d'autres, c'est intéressant, mais par exemple pour la garantie jeune, il y a eu d'autres évaluations qui ont plutôt confirmé l'évaluation de la première expérimentation, etc. Et on a comme ça, dans l'histoire des politiques publiques, notamment aux États-Unis, des exemples très célèbres où des politiques, alors qui n'avaient pas forcément été expérimentées de façon aléatoire, mais des évaluations scientifiques, avaient donné des avis très tranchés sur certains dispositifs de politique publique qui, par la suite, ont été contredites par de nouvelles études, avec de nouvelles méthodes, avec de nouvelles données.
Et ce qui, quand même, incite à beaucoup de modestie. Hein. Un des exemples les plus célèbres, c'est au sujet du salaire minimum aux États-Unis, où il y avait un très fort consensus comme quoi le salaire minimum détruisait des emplois, hein, jusqu'au début des années 80, et tout le monde en était persuadé. Des sondages vous montraient que plus de 90% des économistes étaient persuadés que le salaire minimum était une mauvaise chose. Et puis, des nouveaux chercheurs sont arrivés avec des nouvelles méthodes, des nouvelles données, etc., et ils ont renversé la table. Et ils ont montré que non, finalement, ça n'avait pas d'effet si négatif que ça, etc. Notamment David Card, qui a été récompensé il y a quelques années par le prix Nobel pour ces travaux-là. Donc on peut voir. Un autre exemple très célèbre aussi, c'est les travaux sur la peine de mort aux États-Unis, quand la Cour suprême a changé sa doctrine concernant la peine de mort, je crois que c'était au début des années 70, pour réautoriser la peine de mort par les États, au niveau des États, elle s'est, notamment dans son avis, elle s'est appuyée notamment, pas seulement, mais sur des études économétriques d'économistes qui aujourd'hui sont considérées comme très fragiles d'un point de vue méthodologique. Donc on voit alors je prends un exemple extrême, mais la responsabilité énorme qu'ont les scientifiques et qui devrait les rendre d'autant plus modestes. Donc voilà, donc je pense qu'il y a cette modestie à avoir, et du coup, ça relativise aussi l'usage de cette expérimentation scientifique. Et c'est pas pour la dénigrer, parce que je pense que souvent elles sont très bien faites, etc. Et les travaux, notamment d'Esther Duflo, je pense qu'elle a tout à fait conscience de toutes ses limites et de ses problèmes, mais il faut rester modeste, et c'est un avis, et c'est une évidence, comme on dit en anglo-saxon, parmi d'autres aussi, et qui doit être confronté à d'autres évidences, soit scientifiques, soit à d'autres éclairages. Et finalement, la décision politique, c'est un peu comme la décision du juge, c'est à partir de faisceaux d'indices que l'on va décider de l'opportunité ou pas. Et parfois, on peut ne pas aller dans le sens de l'évaluation scientifique, aussi pour des bonnes raisons. Les scientifiques, ils voient toujours des mauvaises raisons, de dire mais oui, mais c'est pour des raisons politiques, mais avec tout le côté péjoratif, de dire c'est à cause de pression politique, de lobby, etc., ou de crainte de l'impopularité, etc., qu'on ne va pas dans le bon sens. Mais parfois, c'est parce que aussi on estime qu'il y a d'autres considérations à prendre en compte, ou que les éléments d'évidence sont quand même pas suffisamment probants pour pousser dans la décision politique, dans le sens de la décision publique que les économistes préconiseraient. Et en complément, et alors peut-être sur une tonalité un peu différente, mais sur les expérimentations juridiques, je pense que une des motivations aussi qu'on peut relever, c'est finalement, j'ai envie de dire aussi peut-être une évolution due au contexte international, finalement peut-être à ce qui a pu se passer avec la mondialisation des années, qui s'est intensifiée dans les années 2000, 2010 et puis aujourd'hui, je pense avec l'émergence d'acteurs vraiment mondiaux. Parce que finalement, la confrontation entre la régulation par les pouvoirs publics et l'innovation, elle existe de tout temps. On va dire jusqu'à récemment, on avait des acteurs qui étaient quand même, en termes de puissance, sérieusement inférieurs aux États. Donc la question était de savoir si les pouvoirs publics pouvaient adapter leurs droits au rythme des innovateurs. S'ils ne le faisaient pas, ça bridait l'innovation. Aujourd'hui, évidemment, l'expérimentation, c'est de pouvoir tester des cadres qui ne sont pas forcément des cadres définitifs. Ça veut dire aussi que la prise de décision et la conception du cadre peut se faire plus rapidement que si on attend d'avoir validé toutes les hypothèses. Moi, je vais prendre un exemple qui me semble assez parlant dans notre domaine. Si on prend l'exemple d'Uber, quand Uber arrive en France, son activité est illégale. Mais pourtant, sa force de frappe fait qu'il arrive, il dit « je vais concurrencer les taxis, mon activité est illégale », mais il est tellement fort qu'in fine, les pouvoirs publics se retrouvent à négocier, mais probablement dans une position d'infériorité relative, avec un très gros acteur, un nouveau cadre. La question qui peut se poser après, c'est est-ce que, même si on n'a pas de certitude sur le cadre qu'on doit déployer, il ne vaut mieux pas anticiper avec des acteurs un cadre intermédiaire, co-construit, mais sur lesquels les pouvoirs publics peuvent garder la main, plutôt que de dire non, on ne change pas le cadre tant qu'on n'a pas une vision parfaitement claire, mais peut-être que demain, le marché aura déjà décidé pour les pouvoirs publics. On peut prendre la même chose pour Booking et Airbnb.
on voit c'est des domaines, c'est des acteurs qui ont émergé sur des absences de réglementation. Et l'expérimentation, en tout cas dans le domaine juridique, c'est aussi dans une posture d'humilité, assumer qu'on peut tester des propositions sans les avoir validées totalement, mais pour s'assurer qu'on suit aussi le rythme qui peut nous être imposé par des acteurs externes. C'est un très gros enjeu d'acceptabilité. Finalement, ça ouvre la palette des solutions à la disposition des pouvoirs publics en renforçant l'acceptabilité, puisque finalement la décision sera objectivée et la décision n'est pas présentée comme définitive. Ce qui est un peu théorique parce qu'aucune décision des pouvoirs publics n'est irréversible, mais en tout cas ça inscrit, je pense, la mesure testée dans une perspective d'évaluation et d'éventuellement d'ajustement en fonction des retours du terrain. Oui, je pourrais prendre en fait l'exemple, toujours alors un peu dans le domaine des politiques de l'emploi, qui est plutôt mon domaine, l'exemple de la garantie jeune en fait, parce que ça a été une mesure très importante, un peu la mesure phare des 10 dernières années, disons, des mesures en faveur des jeunes les plus vulnérables sur le marché du travail, et qui a fait l'objet d'un gros protocole d'évaluation, d'expérimentation même, à partir de 2013, et qui s'est étalé sur 5 ans. En fait, donc c'est un exemple aussi emblématique de ce type de processus. Alors, ce qui est intéressant aussi avec la garantie jeune, c'était qu'elle avait un peu ces deux dimensions, à la fois une expérimentation institutionnelle et une expérimentation au sens plus scientifique du terme d'évaluation d'impact, en fait. L'aspect institutionnel, c'était que l'objectif n'était pas seulement d'avoir un nouveau dispositif d'accompagnement des jeunes et de voir dans quelle mesure il marchait ou ne marchait pas, ou était plus efficace qu'un autre, mais c'était aussi de changer les pratiques des opérateurs publics qui mettaient en œuvre ce dispositif qui était les missions locales. C'est-à-dire que ce dispositif était assez ambitieux, il avait pour objectif des changements institutionnels et de pratiques institutionnelles aussi de certains opérateurs. Et donc, il consistait en quoi, les grands principes de la garantie jeune, c'était d'abord de s'adresser à un public particulièrement vulnérable qu'on appelle les NEETs, Not in Education, Employment or Training, qui était la première fois qu'on utilisait ce concept comme catégorie administrative de ciblage de la politique publique. Et il reposait sur différents principes qui étaient assez novateurs en termes d'accompagnement. D'une part, d'articuler de l'accompagnement collectif et de l'accompagnement individuel, mais de l'accompagnement collectif en cohorte. Et donc ça, c'était très original. C'est pas seulement le fait que le jeune participait à des ateliers collectifs qu'ils font dans les missions locales ou à Pôle emploi, etc., mais qu'ils entraient par cohorte entre 15 et 20, et qu'ils étaient suivis pendant 1 an en cohorte, avec des ateliers collectifs, mais tous en cohorte, etc., aussi pour créer une cohorte et un esprit d'équipe. Donc cet enseignement renforcé, et qui reposait aussi sur le principe du work first, c'est-à-dire de dire, au lieu de commencer par faire le diagnostic du jeune, pour ainsi dire, et de ses difficultés, de dire, ben voilà, quels sont les freins d'accès à l'emploi, et on va commencer à traiter ces freins avant de pousser le jeune, pour ainsi dire, dans les eaux froides du marché du travail. On dit non, on va faire ça de façon itérative, c'est-à-dire on va construire le projet et le diagnostic en itérant des phases en emploi, en expérience de travail plus exactement, et chez la mission locale d'accompagnement. Donc dès qu'on pouvait mettre le jeune en expérience de travail, on le faisait, alors sous des statuts juridiques différents. Et puis le jeune, fort de cette expérience, quand il revenait à la mission locale, il y avait un débrief, et c'est à partir de ça qu'on voyait à la fois ses lacunes en termes de compétences, mais aussi son projet professionnel qui s'élaborait en fait. Donc ce processus est itératif et non pas séquentiel. D'abord on prépare le jeune et puis ensuite on le pousse sur le marché du travail. Bon. Et il y avait aussi l'aspect de ce qu'on appelait un autre pilier, c'était l'intermédiation active, c'est-à-dire que l'agent qui suivait ce jeune était supposé non seulement suivre ce jeune dans les phases d'accompagnement à la mission locale, mais aussi de le suivre en emploi.
pour capitaliser son expérience, mais aussi pour faciliter l'accompagnement aussi par l'employeur, hein, aussi pour préparer l'employeur à l'accueil de ce type de jeunes qui parfois pouvaient être désocialisés ou particulièrement fragiles. Et enfin, le quatrième pilier, c'était l'indemnisation, enfin une indemnisation, une allocation, plus exactement, à peu près du montant du RSA, pour donner aux jeunes aussi sa capacité d'agir et puis de pouvoir suivre. Voilà. Et côté vraiment expérimentation scientifique, je dirais, il y a eu on a choisi un certain nombre de territoires où a été appliquée cette mesure, et puis on a pris des territoires témoins où l'on a regardé la même population de jeunes, les jeunes bénéficiaires dans les territoires de traitement et les populations équivalentes dans les territoires témoins, qui ne bénéficient pas encore de la mesure, mais qui auraient été éligibles à cette mesure. Et donc on a regardé ce qui se passait au bout d'un certain nombre de mois, d'accord, avec des interrogations à 6 mois, à 12 mois, en gros à 18 mois à peu près. Et on s'est aperçu, en comparant les deux groupes, le groupe de traitement et le groupe témoin, qu'effectivement, ce type d'accompagnement avait eu un effet positif sur le taux de retour à l'emploi des jeunes qui bénéficient de la garantie jeune. Mais voilà, mais c'était qu'un aspect, en fait, cette évaluation quantitative à partir de critères un peu classiques, je dirais, de taux d'emploi, de vitesse du retour à l'emploi et de taux d'emploi, etc. Ça a été complété aussi par des indicateurs un peu plus sur le bien-être des jeunes, et voilà. Il y avait un aspect un peu plus qualitatif, mais qui venait compléter ça, oui. C'est la différence avec les innovations sociales et les expérimentations dont parle Sébastien, parce que Sébastien nous a bien dit, là, c'est plutôt ça part des acteurs locaux. Là, ça partait de la DGEFP. Donc c'est l'État lui-même qui a voulu innover. Alors même s'il a voulu le faire après des retours de terrain, etc. Mais l'acteur principal, c'était la Direction générale donc, de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc c'est l'État qui innove et qui veut faire une innovation institutionnelle et qui le fait sous forme d'expérimentation institutionnelle. Bon. Mais l'État, il y a beaucoup d'acteurs autour de la table. C'est-à-dire que ensuite, la mesure, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un peu une mesure kit. C'est pas une mesure qui est définie de façon parfaite et au niveau central et qui s'applique de façon uniforme sur le terrain. C'est plutôt une mesure qui est un kit qui est assez cadré quand même, mais qui est un ensemble de ressources mises à disposition des acteurs locaux. Et les systèmes d'acteurs locaux, comme on dit, mettent en œuvre cette... Alors évidemment, il y a la mission locale, qui très concrètement est en charge, mais il y avait aussi des commissions au niveau local qui étaient animées la plupart du temps par le préfet, ou à l'époque c'était la direction régionale du travail et de l'information de l'emploi, ou sa branche départementale, qui réunissait tous les acteurs qui pouvaient être en contact, les acteurs étatiques et associatifs, qui pouvaient être en contact avec des jeunes potentiels bénéficiaires, et qui devait orienter ces jeunes vers la mesure, qui devait sélectionner les jeunes à même de rentrer dans la mesure, et puis ensuite qui devait aussi faire un peu de suivi parce que le jeune pouvait aussi être renvoyé entre guillemets de la mesure s'il ne suivait pas un peu le protocole, et notamment le contrat d'engagement qui signait en entrant dans la mesure. Enfin, donc il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient mobilisés. Et évidemment, la mise en œuvre de la garantie jeune, le dispositif lui-même que l'on peut qualifier de garantie jeune, il était différent d'un territoire à l'autre. Tout dépendait de la façon dont les acteurs locaux s'étaient emparés d'un cadre commun, d'une boîte à outils commune. C'était une boîte à outils commune qui était quand même très outillée, je dirais, par la DGEFP, mais ça restait une boîte à outils. Et on voit bien qu'il y a eu des différences assez importantes de mise en œuvre par les acteurs locaux. Par exemple, la DGEFP, très concrètement, disait il doit y avoir une phase d'accompagnement collectif, une phase d'accompagnement individuel. Les phases d'accompagnement collectif étaient mises en œuvre de façon différente. Dans certaines missions locales, c'était 6 semaines ou 8 semaines d'un coup, et puis ensuite que de l'accompagnement individuel. Dans d'autres missions locales, on alternait de l'accompagnement collectif et de l'accompagnement individuel. Le contenu des ateliers n'était pas les mêmes exactement. Enfin, vous voyez. Donc il y avait quand même une marge de manœuvre des acteurs. Et là, on rejoint tout à fait l'aspect
innovation sociale institutionnelle, c'est-à-dire c'était aussi aux acteurs locaux de construire eux-mêmes le dispositif. Et l'intérêt pour le décideur public, c'est de dire, c'est pas seulement si le dispositif, le dispositif garantie jeune marche ou ne marche pas, mais où est-ce que ça marche mieux, où est-ce que ça marche moins bien, et voilà, donc ça élargit aussi le spectre des questions. Je partage tout à fait ce que vous disiez, Jérôme. Je pense qu'il y a, dans toute expérimentation, il y a une dimension plus ou moins prononcée, mais il y a toujours une dimension de co-construction. L'idée, c'est bien de ne pas préjuger, pas avoir une réponse binaire. Enfin, on peut l'avoir sur certains tests, mais globalement, dans l'innovation sociale, c'est de se dire que c'est quand même le process qui va enrichir la version définitive si elle est appelée à s'appliquer. Nous, dans le cadre de France Expérimentation, alors peut-être deux précisions qui peuvent être importantes, c'est qu'effectivement France Expérimentation, c'est un dispositif de l'État, mais qui n'a pas le monopole de l'expérimentation. Donc les ministères, les pouvoirs publics peuvent tout à fait décider de mettre en place des expérimentations sociales. Nous, on est là vraiment soit comme une boîte à outils, en tout cas on est vraiment là pour collecter les demandes des acteurs, avec cet état d'esprit que l'État par essence ne peut pas préjuger des innovations demain, des innovations en plus de toute nature. Ça peut être des évolutions sociétales qui entraînent des demandes d'adaptation en matière sociale. Ça peut être des nouveaux types de cohabitation dans le logement social qui nécessitent d'adapter les critères. Est-ce qu'on veut faire de la mixité? Est-ce qu'on veut faire de la colocation et permettre à des jeunes avec des revenus importants de cohabiter de cologer avec des personnes avec des revenus plus limités? Donc ça peut être une innovation sociale, une innovation technique ou une innovation organisationnelle. Donc nous, dès lors qu'un acteur innovant, quel qu'il soit, entreprise, particulier, collectivité territoriale, association, nous fait valoir que son projet innovant n'est pas selon lui faisable en l'état du droit, on traite bien de dérogation juridique, c'est vraiment notre mandat, donc il faut vraiment qu'a priori le projet soit bloqué par le droit. On réceptionne ce projet et nous, l'équipe France Expérimentation, nous avons un réseau de correspondants dans l'ensemble des ministères et l'idée c'est de solliciter tous les ministères intéressés par la thématique. Donc pas seulement le ou les ministères qui ont la main sur le blocage juridique allégué, mais aussi tous les ministères intéressés. Si je peux l'illustrer, on a eu récemment une expérimentation qui est toujours en cours à l'initiative du groupe Novo Nordisk, qui est le leader mondial du traitement du diabète, et qui faisait valoir qu'en France, à l'heure actuelle, le recyclage des stylos à insuline était impossible, en tout cas de la partie plastique, parce que une époque plus lointaine, avec un certain nombre de scandales ou de difficultés sanitaires, tous les dispositifs médicaux devaient être incinérés, détruits. Un acteur vient nous voir, nous dit « Moi j'ai une méthode innovante pour recycler ces produits qui sont incinérés, c'est bon pour l'économie, c'est surtout bon pour la société et pour l'environnement. Voilà le protocole que je peux mettre en place, j'aimerais que vous m'autorisiez à le tester. » Donc c'est une proposition qui est faite. Nous, on va saisir les ministères concernés. Dans le cas d'espèce, on a saisi le ministère de la Santé, le ministère de la Transition écologique. On va saisir le ministère de l'Économie pour que chacun puisse donner un avis en droit et aussi en opportunité. L'analyse en droit, elle peut avoir une série de conséquences. La première, qui n'est pas négligeable dans le cadre de France Expérimentation, c'est que les ministères reviennent vers les acteurs en disant « En réalité, votre projet est faisable en l'état du droit. Tel que vous nous le décrivez, on peut vous sécuriser en vous indiquant quelles sont les dispositions de la réglementation actuelle qui vous permettent le développement de votre projet. » Ensuite, si le blocage juridique est confirmé, là, chaque ministère va se prononcer en opportunité. Est-ce que ça fait sens de donner suite à la demande ? Éventuellement non, pour quelles raisons ? Et si ça fait sens, quels seraient les scénarios envisageables ? Répondre exactement à la demande du porteur, faire une contre-proposition et dire « cette thématique nous intéresse, mais peut-être pas exactement à l'identique de vos propositions », voire suggérer que le droit soit directement et définitivement modifié. Si on est déjà parfaitement certain du résultat, ne faisons pas une expérimentation alors que tous les acteurs en sont convaincus. Donc les ministères formalisent leurs avis, et ensuite ces avis, ainsi que l'avis de l'équipe France Expérimentation, sont soumises au cabinet du Premier ministre qui va prendre la décision sur la suite à donner. Et donc l'expérimentation est une des voies de sortie.
Si on modifie le cadre juridique de manière définitive, ça se fait de manière tout à fait traditionnelle. Si on va dans la voie de l'expérimentation, là, il y a 2 processus en parallèle. Le premier, c'est la modification du texte bloquant. Alors, selon les procédures identiques, ce qui n'est pas sans limite en termes de temps, s'il faut modifier un décret en Conseil d'État, c'est un décret modificatif en Conseil d'État. Si c'est la loi, c'est un article de loi qui doit modifier l'article de loi bloquant. Donc ça peut être long et assez complexe. Et en parallèle, on va définir le protocole expérimental. À nouveau, l'idée, c'est de le co-construire, évidemment avec l'acteur à l'origine de la demande, mais pas exclusivement, puisque les pouvoirs publics se mettent dans une perspective globale. C'est une proposition de départ, mais si d'autres acteurs arrivent ou que l'État estime que le protocole devrait être adapté, à l'issue de cette discussion, on va formaliser un protocole expérimental qui va permettre d'assurer le bon suivi de l'expérimentation et d'en tirer des enseignements. Et quant à la durée, peut-être c'est important, les expérimentations juridiques, en général, c'est de 3 à 5 ans. Moins de 3 ans, vu la lenteur du processus, et puis pour faire des collectes, c'est un peu court. Plus de 5 ans, c'est plus complexe pour le juge parce que le temporaire qui dure est un peu compliqué. Donc on estime qu'au-delà de 5 ans, si vraiment on veut tester quelque chose, on peut aussi modifier la norme directement. Je pense que dans le domaine de la sphère publique, il n'y a pas un domaine qui ne voit pas une nouvelle loi arriver tous les 2-3 ans. Donc si on allait au-delà de 5 ans, on peut passer par la voie de la modification directe et éventuellement de sa rectification. Voilà pour l'essentiel. Je prends l'exemple de la garantie jeune, voilà. On voit qu'en moyenne ça marche. Bon. Et on voit aussi que ça marche plus ou moins bien selon les endroits, mais on voit qu'en moyenne ça marche. Donc la question de la généralisation, puisque c'était la question qui était posée aussi par le pouvoir public, c'est-à-dire, et d'ailleurs il a généralisé la mesure, c'est-à-dire est-ce qu'on généralise ou pas. Alors on pourrait penser qu'une fois que les scientifiques ont parlé, la généralisation est automatique, et que si ça marche, on généralise, et si ça marche pas, on abandonne en fait. Hein. C'est la logique du stop ou encore. Bon. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce que même d'un point de vue scientifique, le problème qui se pose, même dans les évaluations avec expérimentation aléatoire qui sont les mieux faites, je dirais, d'abord, c'est pas toujours très simple à faire, hein, il y a tout un protocole à respecter, etc. C'est le problème de ce qu'on appelle la validité externe. C'est-à-dire de se dire, voilà, on a testé sur un certain nombre de missions locales, sur un certain nombre de territoires, on a un résultat que l'on pense solide, parce qu'on a bien respecté un protocole, et ça c'est ce qu'on appelle la validité interne. Mais en revanche, qu'est-ce qui se passerait si on changeait d'échelle, et notamment si on généralisait ? Et là, il y a 2 problèmes, il y a 2 problèmes qui se posent. C'est que, les résultats qu'on a obtenus sont peut-être en partie à relier au contexte particulier des territoires sur lesquels on a déployé ces expérimentations, et ou des missions locales qui sont intervenues, etc. Et ça, c'est vraiment une différence entre les expérimentations scientifiques, entre guillemets, dans le domaine économique et social et dans le domaine de la médecine, parce qu'on se dit, bon, un médicament, on le teste avec un groupe de traitement qui est un placebo mais qui ne le sait pas, un groupe témoin qui est un placebo qui ne le sait pas et un groupe de traitement qui est le vrai médicament. Bon, si ça marche et que les échantillons sont représentatifs de la population totale, si ça marche pour 5000 personnes, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour 60 millions de personnes, les résultats. Dans le domaine économique et social, c'est différent. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il y a des spécificités, des missions locales, des territoires, etc. Bon. Et la représentativité est beaucoup plus compliquée à établir, en fait, la représentativité du contexte. Et ça, c'est quelque chose qui fait pas mal de débats, hein, et les expérimentateurs aléatoires en ont bien conscience. Et une des réponses, c'est de dire il faut multiplier les expérimentations dans le temps et dans l'espace, parce qu'il peut y avoir non seulement le contexte, c'est pas seulement le contexte géographique, hein, mais ça peut être aussi un contexte conjoncturel. On voit bien toujours dans le domaine des politiques de l'emploi qu'une même mesure peut ne pas avoir les mêmes effets, évidemment, en bonne conjoncture du marché du travail et en mauvaise conjoncture du marché du travail.
Et pas seulement en termes d'ampleur de l'effet, mais parfois même dans le sens de l'effet. On peut très bien imaginer que ça joue positivement dans certains contextes conjoncturels et négativement dans d'autres. C'est pas impossible. Et donc c'est quand même un premier problème. Deuxième problème aussi dont on s'aperçoit quand on peut faire des études qui ne sont pas évidentes à mener, c'est de dire, là aussi je prendrai l'exemple de la garantie jeune. Quand vous faites une expérimentation, vous travaillez sur des petits groupes. Bon. Le principe, c'est que le traitement que vous imposez à certains, aux bénéficiaires, ne doit en aucun cas, évidemment, affecter la situation et la trajectoire des membres du groupe témoin. D'accord ? Parce que sinon, après, ça fausse la comparaison. Hein. Puisque le groupe témoin constitue ce qu'on appelle le contrefactuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé si la mesure n'avait pas été déployée. Hein, le groupe témoin est là pour ça. Bon. Donc il ne faut pas qu'il soit affecté par la mesure. Or, souvent, dans le cadre des politiques de l'emploi, on n'est pas trop sûr. Vous prenez la garantie jeune, le fait sur un territoire donné d'avoir accru l'employabilité de certains jeunes, est-ce que ça ne se fait pas au bénéfice des jeunes exactement identiques par leurs caractéristiques, mais qui n'ont pas pu bénéficier de la mesure et qui peut-être étaient dans votre groupe témoin, voyez ? Et du coup, si l'effet est en partie dû à cet effet d'éviction, quand vous généralisez à tout le monde, évidemment, quand tout le monde va bénéficier de la mesure, ce plus positif que vous aviez constaté, mais par cet effet d'éviction, il va disparaître, par définition, d'accord ? Et ça, c'est un risque que l'on peut avoir pour certaines mesures, en fait, qu'il faut bien avoir en conscience. Hein, donc du rendement, au fur et à mesure que l'échelle progresse, du rendement décroissant de votre mesure par rapport à des effets que vous aviez mesurés à échelle plus petite. Et alors pour ce qui nous concerne, c'est délicat d'apporter une réponse très précise, parce que c'est vrai que quand on se réfère à la définition que le Conseil d'État avait donnée lors d'une étude sur les expérimentations mises en œuvre par les pouvoirs publics, il indiquait que l'expérimentation permettait de tester temporairement un dispositif et sur la base d'un cadre rigoureux, d'en faire une évaluation pour éclairer les pouvoirs publics. Alors dans le cas d'espèce, je pense que souvent le sujet de débat, c'est éclairer les pouvoirs publics, qui est probablement le terme le plus important. Dans le cadre de France Expérimentation, comme je l'ai indiqué, c'est in fine le Premier ministre, par l'intermédiaire de son cabinet, qui prend la décision. Et sa décision, elle ne peut pas être contrainte. Donc tous les éléments de contexte peuvent participer de la décision, le contexte budgétaire, économique, des sensibilités politiques, voire corporatistes ou des sensibilités locales. Donc l'expérimentation, finalement, d'expérience, on s'en rend compte, elle est moins sur l'objet même. Est-ce que c'est une bonne idée de permettre ce nouveau service, cette nouvelle activité ou ce nouveau produit en France, que sur la modalité d'encadrement. Comme le process d'adaptation juridique est très long, j'ai envie de dire, si le cabinet du Premier ministre donne le feu vert pour lancer une adaptation juridique, c'est parce qu'on estime collectivement, même si parfois ce présupposé n'est pas totalement perçu par les administrations, que l'idée, c'est à terme de pouvoir généraliser cette faculté. Et la question devient plutôt comment on va la généraliser de la manière la plus adaptée, c'est-à-dire la moins contraignante pour les acteurs, mais suffisamment efficace pour les pouvoirs publics et les superviseurs. Et donc on est un peu dans une version, c'est un peu du bêta-test de la norme, on teste un encadrement, et sur la base des échanges de terrain, on voit si finalement le curseur a été mis trop fortement du côté de la maîtrise des risques ou insuffisamment. Et voilà, l'idée c'est d'objectiver que pendant 2 ou 3 ans, finalement, il n'y a pas eu d'incident ou qu'il y a eu des incidents et que sur la base de ces incidents, s'ils sont mineurs, on a tiré les ajustements suivants pour avoir une version définitive qui corresponde pleinement aux attentes de l'ensemble des acteurs. Et éviter un des effets qu'on entend souvent, qui peut être réel ou partiellement fantasmé, de dire « Ah, les pouvoirs publics ont encore produit une norme qui n'est pas adaptée au terrain ». Donc là, on a vraiment finalement affiné la version définitive et c'est vraiment l'objet. Donc donner une ligne de séparation, c'est complexe. On va dire, ce qui ne conduirait pas à une généralisation, ça serait vraiment que le cadre juridique et temporaire se soit avéré totalement inopérant et que les pouvoirs publics estiment qu'il n'y a pas d'alternative pour encadrer une activité, ce qui,
comme ça paraît plutôt complexe. Donc on est plutôt dans affiner le cadre définitif que de décider si on généralise ou si on arrête. Mais sur le principe, rien n'est exclu. Mais sur France Expérimentation, on a eu une 50aine de projets qui ont été en expérimentation. On n'a pas véritablement eu d'exemple de disposition, enfin d'expérimentation qui ait conduit à un arrêt du dispositif. Finalement, on a généralisé, mais pas toujours sur les conditions initiales. Je pense qu'elle a raison, et pour rebondir un peu sur ce qu'on a dit tous les deux, si elle ne s'inscrit pas dans une démarche qui reste trop technocratique. Alors, je reprends le fil un peu des expérimentations un peu scientifiques. C'est vrai qu'il faut sortir d'une conception un peu trop simpliste où effectivement il y a un État central qui prend des mesures qui vont s'imposer telles quelles aux acteurs qui les mettent en œuvre, de Pôle emploi, les missions locales par exemple, toujours dans le domaine des politiques de l'emploi, et avec l'expert économique, surtout celui qui fait ce type d'évaluation pour beaucoup, qui vient mesurer ce qui se passe et qui dit ça marche pas, ou ça marche dans telle mesure, etc. Et puis on prend automatiquement la décision du stop ou encore. Bon. Je crois qu'au contraire, et ça va dans le sens de ce qui a été dit, je crois que même cette expérimentation scientifique, elle rentre dans un cadre plus large, qui est d'établir un peu, de contribuer à établir un diagnostic partagé. Et c'est un terme que j'aimais beaucoup, qui était utilisé à l'époque du commissariat général au plan, où on mettait autour de la table, et finalement c'est pas très nouveau finalement, enfin bon, évidemment les acteurs sont pas forcément les mêmes, etc. Mais l'idée c'était de dire, on essaye d'avoir un diagnostic partagé à travers un certain nombre de données, d'expertise, qui ne viennent pas que de la sphère académique d'ailleurs, qui viennent des acteurs du terrain, qui viennent de... Voilà. Et on essaye de dire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire dans tel domaine. Et ça, c'est vrai qu'on est allé beaucoup dans ce sens-là avec des institutions comme le Corps pour les retraites, etc., pour le COE, pour l'emploi, etc. Et je crois qu'effectivement, cette culture de l'expérimentation, c'est une façon de mettre autour de la table, finalement, et de le faire avec un outil légitime, qui a une certaine légitimité, je pense, aux yeux de tous les acteurs. C'est un outil légitime qui permet de mettre autour de la table tous ces acteurs et d'avoir du dur, encore une fois, ou plus ou moins dur, mais pour dire, on discute, on regarde ce qui se passe, on discute. Et on regarde ce qui se passe ensemble. Ensemble, on regarde ce qui se passe. Voilà. Et d'impliquer finalement l'ensemble des acteurs aussi dans toute la chaîne. Et pas seulement d'être réactif, c'est-à-dire de dire une mesure a été déployée et ensuite on va recevoir les doléances des acteurs qui disent ça marche pas, mais c'est de dire écoutez, on va essayer quelque chose, mais dès le départ, tout le monde est à bord et on s'entend sur un protocole pour voir qu'est-ce que l'on peut déjà commencer à dire, et avec quelle évidence, encore une fois, au sens d'un terme anglicisme, mais voilà. Et mettons en place un protocole, entendons-nous sur ce protocole, et déjà commençons à discuter à partir de ce protocole. Voilà. Et je crois que c'est quand même ça, moi je verrais la grande... la grande vertu finalement de rentrer dans ce processus d'expérimentation. Je partage vraiment totalement. C'est vrai que dans une période où on parle beaucoup de délégitimation de l'action publique, c'est vraiment un des process de co-construction, de concertation. Moi, je suis très sensible au diagnostic partagé, qui résume bien la situation. C'est-à-dire déjà, partageons un constat et construisons ensemble des pistes pour avancer sans préjuger de ce que sera le résultat dans sa totalité, et en partant de l'idée qu'effectivement ces itérations vont vraiment, dans le cas de France Expérimentation, améliorer la norme, mais de manière plus générale, permettront de trouver les solutions les plus adaptées. Ça, je pense, c'est vraiment la manière vertueuse de mener une expérimentation, et ça correspond aux tendances actuelles, et c'est assez logique qu'elle se développe. Ce qui serait peut-être un peu moins vertueux, c'est l'expérimentation qui
s'apparenterait à de la temporisation. C'est-à-dire que si une décision est évidente mais difficile à prendre et qu'on se dit qu'on va faire une expérimentation pour reporter la décision, à une époque on disait pour enterrer un problème, créons une commission, si pour enterrer un problème on fait une expérimentation, ça c'est de nature à casser l'objet et à nous renvoyer à ces problèmes de légitimité. Mais dès lors que le diagnostic est clair, que la perspective est globalement tracée, mais qu'ensuite on se met collectivement d'accord sur le fait que l'expérimentation va permettre on va dire, de créer la maille la plus fine et la plus satisfaisante pour tous, c'est vraiment un dispositif vertueux. Si j'en reste à l'expérimentation scientifique, en fait, hein, la mise en œuvre, c'est pas si simple que ça, en fait. Le principe peut paraître simple, si on comprend notamment l'expérimentation aléatoire, on se dit, bon, c'est assez simple, on va tirer au sort et puis on va regarder ce qui se passe. En fait, la mise en œuvre est assez difficile et il y a des obstacles de différentes natures. Notamment, alors, les acteurs locaux, alors, ça vaut peut-être aussi pour l'expérimentation sociale de façon plus générale. On parlait de territoire zéro chômeur, mais encore plus peut-être quand ça se fait dans un cadre d'expérimentation scientifique d'évaluation d'impact. Il y a des protocoles quand même très contraignants pour les acteurs. Et les acteurs, et ça ce sont les Américains qui s'en sont aperçus, puisqu'ils étaient très en avance là-dessus, quand on expérimente, il y a beaucoup d'obstacles, notamment, d'abord on a du mal souvent à trouver, par exemple, des agences locales de l'emploi qui veulent participer à l'expérimentation. Et quand ils participent à l'expérimentation, il y a aussi des obstacles un peu éthiques, parce que c'est pas évident quand vous êtes un agent local de l'emploi, que vous voyez un jeune qui a besoin d'une mesure, objectivement, de dire, bah oui, mais vous êtes dans le cadre de l'expérimentation, donc certains vont être orientés vers la mesure, d'autres ne vont pas être orientés pour constituer le groupe témoin. Et donc on s'apercevait, par exemple, que certains agents locaux de l'emploi dans des agences qui participaient à l'expérimentation trichaient un peu. C'est-à-dire pour compenser le fait que le jeune n'avait pas été sélectionné pour faire partie du groupe de traitement, lui donner un peu plus d'appui par ailleurs ou par d'autres dispositifs, etc. Et évidemment, ça faussait l'expérimentation. Voyez, bon. Donc il y a des obstacles très, très concrets comme ça. Et puis, de façon plus générale, quand on pense à l'articulation et ensuite à l'usage de l'expérimentation scientifique, donc l'articulation entre le moment scientifique, je dirais, et le moment de la décision publique, il y a la question de la temporalité qui est très importante. Pourquoi ? Parce que ça prend du temps, et ça vaut aussi pour l'expérimentation sociale, hein, c'est ce que Sébastien disait. Ça prend du temps et le temps du politique, parfois, il est plus court, souvent, que le temps du scientifique. Hein. Le temps scientifique, il aime avoir au moins 18 mois, voire 2 ans. Ensuite, il lui faut le temps de traiter les données. Et puis, il aime avoir le recul temporel le plus important possible. Donc, interroger à 1 an, à 2 ans, etc. Bon, pour lui, ça serait l'idéal pour le scientifique, mais le politique, parfois, il est pressé. Et donc on a vu que même quand on avait mis en place des protocoles d'expérimentation scientifique, un des exemples les plus célèbres c'est le RSA, c'est qu'à un moment donné le politique dit voilà, je généralise même si les résultats officiels de l'évaluation scientifique ne sont pas encore là. Donc ça c'est assez un problème. Autre chose aussi concernant peut-être qui peut être évoqué l'expérimentation scientifique, c'est que et ce qui, aussi pour le politique, peut être un peu, disons, une source de prise avec des pincettes, c'est que les expérimentations aléatoires, notamment quantitatives, elles sont très bonnes pour dire, ça marche pas, ça marche avec tel impact, etc. Bon. Mais pourquoi ça marche et comment ça marche, d'un point de vue quantitatif, c'est pas toujours évident de l'établir. Les expériences telles qu'elles sont menées ne permettent pas. Voilà, on a des chiffres, on a des statistiques, donc on voit qu'il y a un différentiel de taux d'emploi entre les jeunes bénéficiaires et les jeunes non bénéficiaires, donc ça marche, on peut le mesurer, etc. Très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain pour expliquer que ça marche et que ça marche plus ou moins bien ? Voilà. Et donc, ce type d'évaluation doit être toujours articulé, c'est ce qui se fait maintenant un peu systématiquement en France, hein, au moins dans le domaine de la politique de l'emploi, avec des approches plus qualitatives
qui vont voir sur le terrain comment les acteurs mettent effectivement en œuvre la mesure. Donc il y a vraiment une complémentarité entre le quantitatif et le qualitatif. Et là aussi, ça introduit une complexité supplémentaire parce que souvent on est obligé, pour des contraintes temporelles, de lancer les deux en même temps. Or, souvent, quand on a des retours du qualitatif, on aimerait modifier le protocole quantitatif de l'expérimentation, de dire tiens, on aurait peut-être dû moduler ceci ou cela dans notre protocole d'expérimentation quantitative. Il est trop tard pour le faire. Bon. Donc vous voyez, on a ces problèmes de mise en œuvre et qui renvoient à des problèmes aussi de temporalité, soit internes au protocole d'évaluation lui-même, soit dans l'articulation entre ce protocole et la décision publique. Et alors, moi, je souscris évidemment totalement à ce que Jérôme disait. Moi, je peux vous partager de manière beaucoup plus pratique les limites que nous, on peut voir sur France Expérimentation, où vraiment, nous, on met en œuvre et on est du côté des pouvoirs publics. Alors, la première, c'est, même si l'objectif, c'est évidemment de compresser le temps du droit pour essayer de le faire approximer le temps de l'innovation, il y a quand même toujours une différence importante. Si on prend la pire hypothèse, si c'est un blocage de niveau législatif entre la collecte de la demande, le temps de l'instruction, l'arbitrage du Premier ministre, même si dans l'idéal on trouve un projet de loi très rapidement, un projet de loi entre son examen et la décision du Conseil constitutionnel, c'est souvent une année entre le passage des différentes assemblées. Donc même si on arrive à avoir une demande de dérogation législative et qu'elle est opérationnelle 2 ans après, parce qu'il y a le texte de loi, puis après il y a les textes réglementaires, c'est très très court pour l'administration. Mais pour un acteur innovant, 2 ans, c'est du temps, si vous êtes une start-up, 2 ans, c'est du temps très long. Donc nous, on peut parfois se réjouir, mais on est conscient que malgré tout, dans ce domaine-là, l'idée c'est de faire au mieux, mais qu'il y aura toujours une forme de frustration pour beaucoup d'acteurs, surtout les plus petits et les plus jeunes. Un grand groupe international, il peut dérouler des projets à 3, 4, 5 ans. Un acteur plus modeste, il a une temporalité qui est plus courte. Ça, c'est une limite. Une deuxième limite vraiment qu'on découvre avec le temps, enfin 2 limites, je dirais. La première, c'est la vertu de France Expérimentation de recevoir des demandes de tout type d'acteurs. Mais parfois, c'est une demande individuelle. Les pouvoirs publics donnent suite à l'expérimentation. Et après, on a des grosses difficultés à massifier. Donc, in fine, quand on arrive en bout d'expérimentation, finalement, ça devient presque une auto-évaluation des pouvoirs publics de est-ce que le cadre qu'on a défini nous paraît satisfaisant ou non. Mais c'est sûr que si ce cadre dérogatoire n'a pas été assez employé, on va dire la qualité objective de l'expérimentation, on va dire que de manière malheureuse, on va passer de quantitatif à qualitatif sans que ça soit totalement satisfaisant. D'un autre côté, si on faisait un filtrage et on demandait un nombre minimum d'acteurs, c'est aussi se priver. Dans un domaine comme l'innovation, peut-être que la plus grande innovation de demain, elle paraît totalement par essence inconnue ou anecdotique à l'immense majorité des acteurs. Donc c'est un équilibre assez subtil à trouver et il faut parfois accepter que les expérimentations ne sont pas utilisées autant qu'on le souhaiterait. Alors c'est aussi notre responsabilité collective de mieux communiquer. On peut sûrement mieux faire, mais aussi parfois il y a une difficulté des acteurs à s'en emparer parce que aussi l'expérimentation, ça peut faire peur. On est scruté par les pouvoirs publics, il y a un protocole expérimental, donc il y a peut-être des obstacles aussi un peu psychologiques. Et puis une difficulté pour nous, mais qu'on a su traiter, qu'on n'avait pas traité au début dans ce temps long, c'est qu'on ne peut pas attendre le terme de l'expérimentation pour décider. Parce que économiquement, vous êtes un acteur, vous avez fait des investissements, et si on attend, sur une expérimentation de 3 ans, si on attend la fin de la 3e année et qu'on dit « c'est une très bonne idée, mais maintenant arrêtez tout », on revient avec la loi modifiée dans 2 ans, 2 ans et demi, c'est pas satisfaisant. Donc nous, ça c'est quelque chose qu'on a appris, c'est que notre temps d'expérimentation, il doit intégrer un temps masqué, où si on est sur du réglementaire et que la modification réglementaire prend 1 an, on dit au ministère, faites une expérimentation par exemple de 4 ans, mais la décision doit être prise à 3 ans, pour que l'acteur déjà sache l'issue de l'expérimentation, que si l'expérimentation est appelée à s'éteindre ou alors à arriver sur des bases différentes, que même économiquement elle puisse, on va dire, minimiser ses pertes et préparer sa sortie d'expérimentation. Et puis si l'expérimentation doit être généralisée, s'assurer qu'en temps masqué,
le cadre juridique sera adopté et qu'il n'y aura pas de rupture d'expérimentation. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas intégré au début et qui n'a pas été sans nous poser des difficultés. Donc voilà, ça fait aussi partie des choses qu'on apprend. Mais donc ça nous met vraiment sur des temporalités qui sont toujours assez longues. Alors peut-être pour rebondir aussi, parce que Sébastien évoquait le fait que parfois il y a des acteurs qui sont frileux à expérimenter. Donc on lance une expérimentation, mais il n'y a pas forcément les troupes derrière qui sont prêts à expérimenter. À l'opposé, il peut y avoir, on parlait de territoire zéro chômeur, au contraire un enthousiasme des acteurs de terrain et qui disent mais pourquoi même expérimenter en fait, enfin, ils prennent cette voie-là parce que c'est la voie qu'on leur autorise de prendre, mais ils sont tellement persuadés que c'est la bonne mesure à prendre qu'il peut même y avoir de la frustration de dire mais pourquoi on est encore dans une phase d'expérimentation, mais pourquoi on nous impose aussi des protocoles, aussi d'évaluation, aussi contraignants, voilà, qui ne sont que des obstacles, etc. Et là, on l'a vu dans Territoire zéro chômeur, il y a des tensions entre les acteurs de terrain et puis les évaluateurs, alors qui peuvent être de différents niveaux, mais notamment il y avait des experts économiques qui disaient « Ouh là là, mais attention, on n'a pas de preuves vraiment très objectives que vraiment ça marche au sens où le diraient les économistes, c'est-à-dire avec un groupe témoin, avec un contrefactuel, ce qu'on appelle un contrefactuel, etc. Et alors que les acteurs de terrain disaient « Mais si, on le voit sur le terrain, on le sent, etc. » Bon. Et ce décalage qui peut vraiment créer des tensions importantes, il peut naître aussi du fait que dans l'esprit des différents acteurs, expérimenter, c'est pas exactement la même chose, ou plutôt la mesure n'a pas exactement les mêmes objectifs. Parfois, c'est ça. Je prends le cas de la garantie jeune. Bon, là, il n'y a pas eu trop de tension parce que ça marchait et tout le monde était content que ça marchait. Mais même si le taux d'emploi n'avait pas été très nettement supérieur pour les bénéficiaires par rapport aux non-bénéficiaires, nous, les associations de jeunes qui étaient chez nous, elles nous disaient « Oui, mais il n'y a pas que la variable emploi. Il y a le fait qu'on a resocialisé des jeunes, le fait qu'on leur a donné des ressources pendant une certaine... Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on évalue exactement ? Bon. Or, le problème de l'évaluation scientifique, et notamment quand elle est quantitative, c'est que c'est ce qu'on appelle l'effet lampadaire. C'est-à-dire, on va mesurer ce que l'on peut mesurer, ce pourquoi on va pouvoir ramasser des données, etc. Bon. Un taux d'emploi, c'est assez facilement mesurable. Vous pouvez mettre un protocole de relevé de données assez facilement pour voir quel est le taux d'emploi à telle périodicité, etc. Bon. Et un concept qui est très important en politique de l'emploi, c'est l'autonomie. Maintenant, on parle beaucoup il faut rendre les chômeurs plus autonomes, il faut rendre les gens... Et puis toute cette problématique, en utilisant le terme anglo-saxon, d'empowerment. Bon. L'autonomie, l'empowerment, la capacitation, parfois on utilise les termes. Bon, comment ça se mesure ? Les psychologues, ils ont des tests psychométriques, etc., mais qui sont assez peu utilisés finalement. Et en France, c'est vrai qu'on n'a pas du tout cette culture-là, plus dans les pays anglo-saxons. Mais on ne sait pas trop mesurer. Donc c'est beaucoup plus facile de mesurer des taux d'emploi. Donc là, les économistes vont se précipiter là-dessus. Les effets en termes d'autonomie, en termes de bien-être, en termes d'acquisition de compétences socio-comportementales, par exemple. Alors maintenant, on a des indicateurs, on construit des indicateurs et des protocoles d'enquête, mais pendant très longtemps, on était assez désarmés là-dessus. Donc tout ça, qui pouvait être des aspects positifs de la mesure, et c'est cela que justement les acteurs de terrain perçoivent le plus, parce qu'ils sont le mieux placés, et que le qualitatif aussi. Tout ça, le statisticien économiste, il le perçoit pas, et du coup, il ne va pas le juger pertinent. Et du coup, c'est aussi de ça d'où peuvent naître aussi des tensions, en fait.